Bonjour, mon nom est Gab. Puis, aujourd'hui, il y a eu une grande nouvelle. Il y a eu un cessez-le-feu entre entre Israël et le Liban. Et pour un peu expliquer qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est quoi le contexte historique, je vais essayer de démêler tout ça. En espérant que ça peut plaire à certains. Donc, Israël et le Liban se sont entendus pour un cessez-le-feu. Par contre, depuis plusieurs jours, Israël et le Liban, ils jasaient ensemble d'un cessez-le-feu. Malheureusement, ils jasaient un peu avec le mauvais gouvernement. Parce que le gouvernement du Liban, le pays, c'est quand même très différent de le Hezbollah, qui est un groupe terroriste qui opère à l'intérieur du Liban et que le Liban, le gouvernement du Liban, n'a pas la force de s'occuper. Le Hezbollah, c'est un groupe terroriste qui appelle un proxy de l'Iran. L'Iran, c'était dans leur stratégie, je dirais, de défense nationale, de financer des groupes terroristes un peu à travers la région, un peu dans une technique de guérilla, si on veut, pour rendre le tout très cher pour leurs ennemis. Donc, ils finançaient, opéraient, armaient. Là, la dynamique exacte, j'en suis pas certain, mais il y avait le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et les Houthis au Yémen. Puis à travers cette opération-là, ils réussissaient à déstabiliser significativement leur ennemi. Bon, Israël et les États-Unis. Je dirais que ils étaient ennemis de manière douce, mettons. Depuis 2 mois, c'est une confrontation directe. Donc, le Israël et le Liban et le Hezbollah peut-être ont réussi à négocier un cessez-le-feu, mais qui risque d'être très fragile. Ça n'a pas pris quelques heures, puis Israël a été accusé de violation juste après le cessez-le-feu. Par contre, selon Michael Clark, qui est mon mentor en géopolitique, plus ou moins sur YouTube, qui vient de Sky News, lors de l'annonce d'un cessez-le-feu, il y a toujours une période de, par exemple, 24 heures où certains groupes à l'intérieur de l'armée opèrent de manière plus ou moins indépendante, puis c'est un classique des cessez-le-feu que ça prend pas effet directement. Ça prend quelques heures. Donc, à voir, mais le cessez-le-feu est fragile, sauf que là, il y a, à cause de cette dynamique-là, que le Liban voudrait bien se débarrasser du Hezbollah, je crois, et le peuple libanais voudrait bien s'en débarrasser, je crois aussi. Mais par contre, ils n'ont pas la force. Ben là, Israël, leur position, c'est ça serait votre job de vous débarrasser d'eux, vous n'êtes pas capable, fait que nous, on va le faire. Puis, par contre, dans leur technique de guerre, s'il y a un ennemi dans un building de 200 personnes, malheureusement, ils target le building de 200 personnes. Fait que ça serait bien si et le Liban et Israël et les États-Unis étaient capables de se mettre ensemble pour se débarrasser du Hezbollah, mais je sais pas trop comment ça peut se faire si facilement. Puis là, du côté de l'Iran, l'Iran, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le Strait of Hormuz était ouvert. Puis, le gaz a baissé significativement. Donc, à voir ce qui va se passer. Le détroit d'Hormuz, selon Tim Marshall, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle The Power of Geography, puis que j'ai lu par hasard l'année passée, juste un peu en mode j'ai acheté le livre pendant notre voyage en Croatie.
Puis le livre passe à travers quelques pays, l'Australie, blablabla, puis là, il y avait l'Iran. Et j'ai appris, à la lecture de ce livre-là, l'existence du détroit de Hormuz et de son importance stratégique. Donc, il paraît que ça fait 50 ans que c'est connu dans le monde géopolitique, à partir de leur entrée à l'université, que les étudiants se font parler du détroit d'Hormuz, parce que, quoique ce soit une voie d'eau internationale, l'Iran a une position stratégique incroyable pour le bloquer. Puis que le gaz naturel et le pétrole est beaucoup dans le golfe Persique qui doit tout passer par le détroit d'Hormuz pour sortir de là. Et que dans le cas de conflit, que l'Iran allait tout faire pour le bloquer et selon encore là Michael Clark, pour bloquer le détroit d'Hormuz, t'as pas à littéralement le bloquer, t'as juste à le rendre dangereux. À partir du moment où tu le rends dangereux, juste en disant je vais attaquer n'importe quel vaisseau qui passe par ici, n'importe quel navire qui passe par ici, ben tu l'as rendu dangereux. Et les compagnies d'assurance refusent d'assurer les tankers qui doivent passer par là. C'est ce qui s'est passé depuis 2 semaines. Par contre, ça semblait être une surprise pour la gang à la Maison-Blanche. Encore là, selon Michael Clark, il paraît que c'est parce que le Pentagone et le State Department ne sont pas écoutés par cette administration-là. Puis, ben, on en voit le résultat. Par contre, là, en ce moment, on a l'Iran qui dit que c'est ouvert. Donc, théoriquement, il y a une gang de bateaux là, qui sont pris avec du gaz up de wazoo, qui vont pouvoir passer. Puis ça serait bienvenu parce que ben, l'Europe est à quelques semaines de manquer de kérosène. Donc, le gaz pour l'aviation fonctionne un peu différemment des autres types d'hydrocarbures. C'est pas facile à stocker. Donc, il paraît que le stock de kérosène mondial même est très bas. Puis, bon, au Canada, aux États-Unis, je suppose qu'on est moins touché par ça parce qu'on en a en masse de manière locale. Mais l'Europe et l'Asie, c'est une autre game. Puis, ben, on était en Thaïlande il y a quelques semaines, puis 3 jours après la guerre, j'avais loué un petit scooter, je me promenais, puis avant d'aller le reporter, je suis allé pour mettre de l'essence. Je m'en vais le porter, il me dit c'est où la station? Ils me disent juste à 1 km. J'arrive à la station à 1 km. No more gas. J'avais jamais vécu ça dans ma vie. Fait que, OK. Puis là, ils sont comme va au prochain. T'sais. Il y a du gaz au prochain. Fait que je m'en vais au prochain, il y avait du gaz. Fantastique. Je reviens, je laisse mon scooter. 2 semaines plus tard, j'ai loué d'autres motorbikes, puis là, tout d'un coup, c'était plus problématique. Des fils de 1 km. T'arrivais, les gaz pas chers, comme le diesel puis le gaz ordinaire, ça, il y en avait souvent plus. Il y avait un maximum de, je sais plus combien, là, pour un scooter, c'était peut-être 3-4 piastres canadiennes, puis c'était ça par jour. Pour les gaz plus chers, comme le super, là, il y en avait. Donc, un peu spécial à voir, mais ça montre qu'il y a beaucoup de pays en Asie qui n'ont pas de réserve stratégique pour passer à travers. Là, ça fait quoi, 45 jours la guerre en Iran? Il y a pas mal de pays qui doivent commencer à être à sec, puis là, il est temps que les tankers sortent de là. Fait que là, excellente nouvelle. Si le cessez-le-feu peut durer et que le détroit d'Hormuz pourrait être ouvert, je pense qu'on va tous pouvoir recommencer à vivre notre vie normalement. On va l'espérer. On va tous espérer moins de guerre et plus de gaz. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça peut expliquer une chose ou une autre. Puis, c'est ça la grosse nouvelle d'aujourd'hui. Donc, on se revoit demain. Merci.